Chapitre 11. Mais tout ça, ça coûtait cher. Vas-y doucement, Arturo. Aurais-tu par hasard oublié ces saletés d'orange? Je compte ce qu'il me reste. 20 $ et des poussières. Panique. Je m'esquinte la cervelle à faire et à refaire les additions. Reste 20 $. Impossible. On m'a volé ou j'ai dû égarer de l'argent quelque part. Je vais le retrouver, il y a forcément erreur. Je cherche partout dans la chambre, je passe mes poches et tous les tiroirs au peigne fin, mais c'est bien ça. C'est bien tout ce qui me reste. Ça me fait quand même un choc. Et je commence à m'en faire sérieusement. Je suis déterminé à me remettre au travail, pondre quelque chose de vite fait, quelque chose d'écrit si vite que ça ne peut manquer d'être bon. Je me mets à la machine, et là, c'est le grand vide atroce qui descend sur moi. Et j'ai beau me bourrer la tête de coups de poing, me coller un oreiller sous les fesses quand elles me font trop mal, et pousser des cris d'agonie, c'est en pure perte. Il faut que j'aille la retrouver. Et je m'en fiche pas mal de comment. Alors, je suis retourné l'attendre dans le parking à 11 heures. Alors, je suis allé l'attendre dans le parking. À 11 heures, je l'ai vu tourner le coin et Samy, le barman, était avec elle. Ils m'ont vu de loin et elle a baissé la voix. En arrivant à la voiture, Samy a fait Tiens, salut. Mais elle a fait Qu'est-ce que tu veux encore? Te voir? Je peux pas te voir ce soir. Plus tard si tu veux, du moment que c'est ce soir. Je peux pas, je suis prise. T'es pas si prise que ça. Tu peux me voir. Elle a ouvert la portière et m'a fait signe de descendre. J'ai pas bougé. Alors elle a dit Descends, s'il te plaît. Pas de question, j'ai fait. Samy, ça le faisait marrer. Elle, par contre, commençait à la voir mauvaise. Descends, bordel! Je reste. Allez, Camilla. Samy a fait comme ça. Elle m'a tiré par mon tricot pour me faire descendre de force. Pourquoi tu te conduis comme ça? Tu comprends pas que je veux plus te voir, non? Je reste. Imbécile. Samy était reparti vers la rue. Elle l'a rattrapé et ils se sont éloignés. Je suis resté là tout seul à rire jaune, horrifié de ce que j'avais fait. Dès qu'ils ont disparu, je suis parti moi aussi. J'ai grimpé les escaliers du funiculaire et suis rentré à ma chambre. J'arrivais pas à comprendre ce qui m'a pris de faire une chose pareille. Je me suis assis sur le lit et j'essayais de plus y penser. À ce moment-là, j'ai entendu qu'on frappait à la porte. J'ai pas eu le temps de dire entrer que la porte était déjà ouverte. Quand je me suis retourné, il y avait une femme dans l'embrasure de la porte, qui me regardait avec un drôle de sourire. Elle était pas bien grosse, elle était pas bien belle non plus, mais elle avait un air de maturité attrayant, avec ses yeux noirs et nerveux. Brillants, les yeux. Le genre de mirettes qu'ont les femmes qui boivent trop de bourbon. Très lumineux mais vitreux en même temps, et insolent à l'extrême. Elle restait là, à la porte, sans bouger ni causer. Elle était vêtue avec discernement, veste de tailleur avec fourrure, chaussures noires, jupe noire, corsage blanc, sac à main. Bonjour, j'ai dit. Qu'est-ce que vous faites? Elle a dit. Rien de spécial. J'avais la trouille. Rien que de voir cette femme si proche, j'en étais comme paralysé. C'était peut-être de la voir comme ça sans être prévenu, c'était peut-être mon humeur misérable du moment qui voulait ça, mais sa proximité et l'éclat bizarre de ses yeux me donnaient une furieuse envie de lui sauter dessus et de la battre comme plâtre. Mais je me suis vite repris, et puis l'envie est passée au bout d'un moment. Elle est rentrée dans la chambre, ses yeux noirs toujours insolemment fixés sur moi, me forçant à détourner la tête vers la fenêtre. Ce n'était pas son insolence qui me tracassait tant que ça, mais plutôt cette envie que j'avais ressentie auparavant, qui m'avait traversé comme une balle. La chambre était pleine de son odeur à présent, le genre de parfum qui reste longtemps dans les halls d'hôtel après le passage des femmes. Tout ça me rendait nerveux et incertain. Elle s'est approchée de moi, mais je ne me suis pas levé. Je suis resté sans bouger. Finalement, j'ai respiré un grand coup et je l'ai regardée. Son nez était un peu gros au bout, mais il n'était pas vilain. Elle avait les lèvres plutôt épaisses. Comme elle ne portait pas de rouge à lèvres, elles étaient rosâtres. Mais ce qui me fascinait le plus, c'était ses yeux, leur éclat animal, leur brillant et leur hardiesse. Elle a continué jusqu'au bureau et a retiré la page qui était dans le rouleau de la machine. Je ne savais plus ce qui m'arrivait. Je me taisais toujours, mais je sentais bien l'alcool sur son haleine,
et puis aussi la très particulière mais très distincte odeur de pourri, douce, âtre et entêtante, une odeur de vieux, l'odeur d'une femme en train de vieillir. Elle a juste jeté un coup d'œil sur la page. Irritée par le peu qu'elle l'a lu, elle l'a soudain balancé par-dessus son épaule et la feuille est tombée par terre en zigzagant. C'est nul, elle a fait comme ça. Vous n'êtes pas fichu d'écrire, du tout. Merci bien, j'ai dit. J'ai failli lui demander ce qu'elle voulait à la fin, mais elle n'avait pas l'air du genre à accepter les questions. Je me suis levé d'un bond pour lui offrir le seul fauteuil de la pièce. Elle n'en voulait pas. Elle regardait le fauteuil d'un air pensif, puis moi, souriant à l'idée saugrenue qu'elle aurait seulement pu songer à s'asseoir. Au lieu de ça, elle s'est mise à examiner la chambre et à lire quelques-uns des trucs que j'avais collés au mur. C'était des extraits que j'avais recopiés à la machine, de Mencken, Emerson et Whitman. Elle ricanait à chaque citation. Des petits gestes comme ça, avec ses doigts, un retroussi de lèvres. Finalement, elle s'est posée sur le lit en relevant ses manches de veste jusqu'au coude, et les mains sur les hanches, elle m'a regardé avec un mépris insupportable. Lentement, d'un ton dramatique, elle s'est mise à réciter. Que pourrais-je être d'autre qu'une prophétesse et une menteuse, moi dont la mère était lutine, dont le père était moine, moi qui me suis fait les dents sur un crucifix dans un berceau immergé, que pourrais-je être d'autre sinon la filleule du malin? C'était du Millet. J'ai reconnu ça tout de suite. Et elle a continué comme ça encore et encore. Elle connaissait plus de Millet que Millet elle-même. Et quand elle a terminé finalement, elle a levé les yeux et m'a regardé en disant: Ça, c'est de la littérature. Vous n'y connaissez rien en littérature. Vous êtes un imbécile. Je m'étais laissé toucher par l'esprit du poème, et quand elle a cessé de déclamer si brusquement pour se remettre à m'insulter, je ne savais de nouveau plus sur quel pied danser. J'ai bien essayé de répliquer, mais elle m'a aussitôt réduit en silence en se lançant dans un grand truc façon Barrymore, déplorant la pitié de tout ça d'une voix grave et tragique, allant jusqu'au murmure. La stupidité, l'absurdité que constituait un écrivain aussi irrémédiablement mauvais que moi en train de croupir dans un hôtel minable de Los Angeles, Californie. Los Angeles, en plus. Et tout ça à quelle fin? Pour écrire des banalités que personne au monde ne lirait jamais et n'aurait jamais l'occasion d'oublier. Les doigts noués derrière la tête, elle s'est couchée en arrière, et d'une voix rêveuse s'est mise à parler au plafond. Ce soir, tu vas m'aimer, idiot scribouilleur. Oui, ce soir tu vas m'aimer. Dites, où voulez-vous en venir à la fin? Elle s'est contentée de sourire. Quelle importance? Vous êtes un inconnu, moi j'aurais pu être quelqu'un, et le chemin qui nous reproche, c'est l'amour. L'odeur qu'elle dégageait sentait salement fort à présent. La chambre en était pleine, à tel point qu'on aurait pu croire que c'était sa chambre et non la mienne. Je m'en sentais exclu. Alors je me suis dit qu'on ferait bien de sortir, histoire de changer un peu d'air. Je lui ai demandé si ça lui plairait de faire un tour, marcher un peu. Elle s'est redressée tout d'un bloc. Regarde, j'ai de l'argent, plein d'argent. On va aller s'en jeter un quelque part. Et comment j'ai fait? Bonne idée. J'ai enfilé mon tricot. Quand je me suis retourné, elle était debout près de moi. Elle m'a posé le bout de ses doigts sur la bouche. Cette mystérieuse odeur de saccharine était si forte sur ses doigts que je me suis empressé d'aller lui ouvrir la porte. Après vous. On a monté les escaliers jusqu'à l'entrée de l'hôtel. J'étais sacrément content de voir que la taulière était partie se coucher. Il n'y avait pas de raison, mais j'étais tout de même rudement content que Madame Hargraves ne me voie pas en compagnie de cette femme. Je lui ai dit de traverser le hall sur la pointe des pieds, et elle l'a fait de bon cœur. En fait, ça lui plaisait terriblement, une sorte d'aventure au petit pied qui l'émoustillait fort, et je sentais ses doigts se resserrer sur mon bras. Sur Bunker Hill, il y avait du brouillard, mais pas en bas. Downtown, les rues étaient désertes. Le son de ses talons résonnait sur le trottoir et montait vers le haut des vieux immeubles. Elle m'a attiré le bras, et je me suis penché pour entendre ce qu'elle voulait me dire à l'oreille. Vous allez être merveilleux. Je sens ça. Merveilleux, je vous dis. Pour le moment, on a laissé ça de ce côté. Pour le moment, on marche, j'ai dit. Elle voulait boire un verre. Elle n'en démordait pas. Elle ouvrait son sac en brandissant un billet de 10 dollars. Regarde du fric. J'ai plein de fric. Arrivé au coin de la rue, on est entré chez Solomon's Bar, là où jouais des fois au billard, où je jouais des fois au billard électrique. Il n'y avait pas un chat, juste Salomon derrière son comptoir, le menton dans la main, l'air tracassé par les affaires qui n'avaient pas l'air de marcher. On est allé s'asseoir sur une banquette en renfoncement sur la vitrine qui donnait sur la rue, et j'ai attendu qu'elle passe d'abord.
Mais elle a insisté pour que je fasse le premier. Salomon est venu prendre la commande. Whisky, elle a fait. Plein de whisky. Salomon, ça n'avait pas l'air de lui plaire, rien qu'à voir ses sourcils. Un boc pour moi, j'ai dit. Salomon regardait toujours d'un air sévère et interrogateur. Son front chauve en faisait des plis partout. Je sentais bien qu'ils étaient du même sang tous les deux. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle était juive, elle aussi. Salomon est reparti chercher les consommations et nous a laissés là, elle avec ses yeux allumés, les mains croisées sur la table en train de se tordre les doigts, moi me creuser la tête pour trouver un moyen de la semer. Un verre vous fera du bien, j'ai dit. Et là, tout d'un coup, avant que je sache ce qui m'arrive, elle était pendue à mon cou. Pas brutalement, remarquez. Juste ses doigts courts et ses ongles longs contre ma peau. Et elle n'arrêtait pas de parler de ma bouche. Ma bouche qui était si merveilleuse. Oh Dieu de Dieu, cette bouche que j'avais. Embrasse-moi. Dac, j'ai fait. Mais on boit un coup d'abord. Là, elle s'est remise à grincer des dents. Alors t'es au courant toi aussi. T'es comme tous les autres. T'es au courant pour mes cicatrices. C'est pour ça que tu veux pas m'embrasser. Parce que je te dégoûte. Maintenant j'en étais sûr. Elle était réellement toquée. Fallait que je me tire d'ici. Elle m'a embrassé sur la bouche. Au goût comme ça, j'aurais dit le liverwurst sur pain de seigle. Ensuite, elle s'est rassise, comme soulagée. Moi j'ai sorti mon mouchoir pour m'éponger le front. Salomon est revenu avec les consommations. J'ai voulu payer, mais elle m'a devancé. Salomon est reparti chercher la monnaie et je l'ai rappelé en lui tendant un billet. Elle m'a fait une scène pas possible, elle protestait en tapant des pieds les poings. Salomon a levé les mains au ciel, l'air de dire c'est sans espoir, et il a pris son billet à elle. Dès qu'il a eu le dos tourné, j'ai dit à la bonne femme: Dites donc, c'est pas tout, mais c'est votre fête, pas la mienne. Moi, faut que je file. Tu parles. Elle m'a attiré à elle, à bras le corps, et je me suis débattu. Finalement, j'ai arrêté parce que c'était décidément trop absurde. Je me suis rassis et j'ai cherché un autre moyen de filer. Salomon a ramené la monnaie. J'ai pris une pièce de 5 cents. Je voulais faire une partie de billard électrique, j'ai dit. Elle m'a laissé passer sans rien dire et j'y suis allé. Elle me couvait des yeux comme on surveille un chien de race primée, et Salomon la surveillait comme une criminelle. J'ai gagné une partie et j'ai appelé Salomon, qu'il voit encore un peu ce score. Dis donc, Salomon, c'est qui cette bonne femme, comme ça en messe basse? Il savait pas. Elle était déjà venue plus tôt dans la soirée, même qu'elle avait pas mal picolé. Je lui ai dit que je voulais filer par derrière. C'est la porte à droite, il a fait. Son whisky éclusé, elle s'est mise à cogner sur la table avec son verre vide. J'y suis allé, j'ai bu un coup de bière, et je lui ai demandé de m'excuser 2 minutes. Du pouce, j'ai indiqué les toilettes. Elle m'a tapoté le bras d'un air compréhensif. Quand j'ai pris la porte en face de celle marquée Messieurs, Salomon me regardait toujours. Elle menait à la réserve. Une autre porte ouvrait sur la ruelle derrière à quelques pas. Enveloppé dans le brouillard, je me suis aussitôt senti beaucoup mieux. Je voulais me trouver le plus loin possible. Je n'avais pas faim, pas du tout faim, mais je me suis quand même fadé à un bon bout de trotte jusqu'au stand à hot dog de High Street, où j'ai bu un café pour tuer le temps. Je savais qu'elle retournerait à ma chambre une fois qu'elle aurait compris que je m'étais débiné. Quelque chose me disait qu'elle avait un grain. C'était peut-être seulement un coup dans le nez, mais pour moi c'était pareil. Je voulais surtout plus la revoir. À 2 heures du matin, j'ai regagné ma chambre. Sa personnalité et cette mystérieuse odeur de vieux l'imprégnaient toujours, et ce n'est plus du tout ma chambre. Pour la première fois, le merveilleux sentiment de solitude qu'elle offrait était gâché. Chaque secret de cette chambre semblait violé, exposé. J'ai ouvert les 2 fenêtres toutes grandes et j'ai regardé le brouillard entrer en sale paquet triste. Au bout d'un moment, il a commencé à faire trop froid et j'ai refermé. Mais ma chambre avait beau être toute poisseuse de brouillard et mes papiers et bouquins couverts d'humidité, le parfum demeurait, reconnaissable entre tous. J'avais le béret de Camilla sous mon oreiller. Lui aussi était imprégné de cette odeur. Et de l'avoir contre mes lèvres, c'était comme d'avoir les cheveux noirs de cette bonne femme plein la bouche. Je me suis installé à ma machine et j'ai joué avec les touches, sans trop y croire. À peine je m'y suis mis, que j'ai entendu des pas dans le couloir. Je savais bien qui c'était. J'ai aussitôt éteint la lumière et je suis resté sans bouger dans le noir. Mais c'était trop tard. Elle avait dû voir la lumière sous la porte. Elle a frappé et j'ai pas répondu. Elle a remis ça mieux que jamais. Je restais toujours sans bouger en tirant sur ma cigarette. Alors elle s'est mise à marteler la porte à coups de poing, et à ce qu'elle disait, elle n'allait pas tarder à coller de grands coups de pied dedans et continuer à faire tout ce ramdan toute la nuit si nécessaire,
si j'ouvrais pas tout de suite. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Un grand coup de pied, un boucan terrible, qui s'entendait d'autant plus que l'hôtel était tout déglingué. Alors je me suis précipité pour ouvrir. Chérie, elle m'a fait en m'ouvrant les bras. Bon Dieu, tu crois pas que ça suffit comme ça? Tu vois pas que j'en ai soupé de tes histoires? Pourquoi tu m'as laissé tomber comme ça? Hein? Pourquoi t'as fait ça? J'avais un autre rendez-vous. Chérie, pourquoi tu me mens comme ça? À moi en plus. Oh zut, à la fin. Elle a traversé la chambre et elle a remis ça avec la page dans ma machine à écrire. Il n'y avait rien dessus que des bêtises, des phrases sans queue ni tête. Mon nom est écrit je ne sais pas combien de fois de suite, des bouts de poèmes. Mais cette fois, j'ai eu droit à un grand sourire. Merveilleux. T'es un vrai génie. Mon chéri a du talent à revendre. C'était comme si elle ne m'avait pas entendu. Elle s'est renversée sur le lit en déboutant dans son tailleur et balançant des jambes. Je t'aime, qu'elle m'a fait comme ça. T'es mon amour et tu vas m'aimer. Une autre fois, pas ce soir, je suis crevé. Cette odeur de saccharine m'est revenue plus forte que jamais. Je plaisante pas, j'ai fait. Sérieusement, ça serait mieux que tu partes. Je voudrais pas avoir à te jeter dehors. Je me sens si seul. Et elle non plus ne plaisantait pas. C'était vrai. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle, qui ne tournait pas rond. Quelque chose de cassé ou tordu qui sortait en même temps que les mots. Et tout d'un coup, j'ai eu honte d'avoir été si brusque avec elle. Bon, j'ai dit. On va s'asseoir tous les deux et causer un moment. J'ai tiré une chaise à moi et je me suis assis à califourchon, le menton posé sur le dossier, et je l'ai regardée se pelotonner plus confortablement sur le lit. Elle n'était pas aussi saoule que je l'avais cru. Ce qu'elle avait, c'était pas la gnôle, et je voulais savoir ce que c'était. Elle causait pourtant bien. Elle causait pourtant bien comme une cinglée. Elle m'a dit son nom. Vera, c'était. Elle était gouvernante chez des riches, une famille juive à Long Beach. Mais elle en avait marre d'être gouvernante, elle venait de Pennsylvanie, et elle était partie de chez elle parce que son mari la trompait. Aujourd'hui, elle était montée à Los Angeles de Long Beach. Elle m'avait repéré dans le restaurant au coin d'Olive et 50 Street. Elle m'avait suivi jusqu'à mon hôtel parce que mes yeux lui avaient percé l'âme. Mais moi, je ne me rappelais pas l'avoir vue là-bas. J'étais certain de ne jamais l'avoir vue auparavant. Elle avait repéré l'endroit où j'habitais et elle était allée se saouler chez Solomon. Toute la journée qu'elle avait imbibé, mais seulement pour se donner assez de courage pour venir me trouver dans ma chambre. Je sais bien que je te dégoûte et que tu sais ce que cachent mes habits, mes blessures et l'horreur là-dessous. Mais essaye d'oublier que je suis moche de corps, parce qu'au fond de mon cœur, je suis bonne. Je vaux bien toutes les autres. Je mérite mieux que ton dégoût. Allez répondre à ça. Pardonne à mon corps. Maintenant, elle chialait, les bras tendus. Pense à mon âme elle est belle, et elle peut t'apporter tant de choses. Elle n'est pas moche comme ma chair, mon âme. Elle pleurait comme une hystérique, le nez sur le couvre-lit, les mains dans les cheveux noirs, et moi je ne savais pas quoi faire. Je savais même pas de quoi elle causait. Ah, petite dame, faut pas pleurer comme ça, faut pas. Et alors j'ai pris sa main brûlante dans la mienne et j'ai essayé de lui faire comprendre que c'était des bêtises, ce qu'elle disait, de l'auto-persécution. Il n'y avait pas d'autre mot. Bref, un tas d'âneries. Je me démenais comme un beau diable, je plaidais autant avec mes mains qu'avec ma voix. Parce que d'abord, t'es belle femme, et ton corps est rudement beau. Alors tout ça, c'est des salades, des lubies. Rien d'autre qu'une obsession, une phobie infantile. Un reste de rayon. Alors, faut pas t'en faire et surtout pas pleurer. Ça va passer tout ça. C'est moi qui te le dis. Parce que j'en suis sûr. Mais je m'y prenais mal et je la faisais souffrir encore plus parce qu'elle était au fond de son enfer privé, un enfer bien à elle, de son invention, et elle était si loin de moi que le son de ma voix rendait le gouffre pire encore. Alors j'ai essayé de lui parler d'autre chose, de lui changer les idées, de la faire rigoler avec mes obsessions à moi. Regarde, petite madame, prends Arturo Bandini là. S'il en a lui aussi des obsessions. Et de dessous l'oreiller, je lui ai sorti le béret de Camilla avec le pompon et tout. Regarde, comme si je suis pas bien fadé moi aussi. Tu sais pas ce que je fais avec? Je couche avec ce petit béret noir, je vais au lit avec et je le serre tout contre moi en disant: Oh, ce que je peux t'aimer, petite princesse, ce que je peux t'aimer. Et j'ai continué, je suis pas arrêté là. Oh là là, j'étais pas exactement un ange moi non plus. J'avais moi aussi l'âme qui faisait des nœuds et des plis, comme tout le monde. Alors faut pas te croire seule, petite madame, parce que t'as de la compagnie, et pas qu'un peu. T'as Arturo Bandini, et il en a des vertes et des pas mûres à te raconter. Comme par exemple, tu sais pas ce qu'il a fait une nuit Arturo? Vraiment terrible ça. Ce que j'ai fait cette nuit-là. Un soir, une femme beaucoup trop belle pour ce monde m'a visité sur des ailes de parfum
et moi je n'ai pas pu le supporter. Je n'ai jamais su qui elle était au juste. Juste une femme avec un renard et un petit chapeau très coquet, et Bandini lui filait le train parce qu'elle était mieux que dans les rêves. Et je l'ai regardée entrer à la grotte à poissons, chez Bernstein's. En transe que j'étais, à la regarder à travers une vitrine pleine de truites et de grenouilles qui nageaient là derrière, à la regarder manger toute seule à sa table, et quand elle est partie, tu sais pas ce que j'ai fait? Non mais attends avant de pleurer, parce que t'as encore rien entendu, parce que c'est moi le dégueulasse, ma belle. Dans le cœur, j'ai que de l'encre noire, moi, Arturo Bandini. Je suis entré sans hésiter chez Bertins, dans sa grotte à poissons, et j'ai pris la même chaise qu'elle. Même que ça m'a donné le frisson quand j'ai fait ça, de joie. Et j'ai tripoté la serviette dont elle s'est servie, et il y avait un mégot de cigarette avec des traces de rouge à lèvres dessus. Tu sais ce que j'ai fait? Toi et tes petits malheurs, écoute ça. J'ai mangé le mégot, mâché, tabac, papier, tout avalé, et pour un peu que j'en aurais redemandé parce qu'elle était belle comme tu peux pas savoir. Et il y avait une cuillère près de l'assiette. Je l'ai mise dans ma poche. De temps en temps, je sortais la cuillère de ma poche et je la goûtais. Elle était belle à ce point. Moi, j'aurais fait n'importe quoi. L'amour au rabais pour les petites bourses, des S à l'œil pour pas un rond, rien que pour le cœur noir d'Arturo Bandini. Un souvenir à chérir, à travers une vitrine grouillante de truites et de cuisses de grenouilles. Alors pas de larmes, s'il te plaît. Garde-les pour Arturo Bandini, parce que lui, les malheurs, ça le connaît. Et comme Traca, il se pose même un peu là. Et j'ai même pas encore recommencé. Par exemple, je pourrais te raconter une certaine nuit sur la plage passée avec une princesse toute dorée. Et sa chair qui ne me disait rien, ses baisers comme des fleurs fanées, sans odeur au jardin de ma passion. Elle ne m'écoutait pas. Elle était à genoux devant moi à me supplier de lui dire que je ne la trouvais pas dégoûtante. Dis-le-moi, elle sanglotait comme ça. Dis-moi que je suis belle comme les autres. Bien sûr que t'es belle, t'es très belle même. Là, j'ai essayé de la relever, mais elle s'accrochait à moi comme une noyée, et tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de la calmer. Moi, si pâteau, si maladroit, si inadéquate, et elle, de son côté, si loin dans son gouffre, hors d'atteinte tout au fond. Mais j'essayais quand même. Là-dessus, la voilà qui remet ça avec ses blessures, sa fameuse blessure si horrible qui lui ont fichu sa vie en l'air, qui ne laisse aucune chance à l'amour avant même qu'il n'arrive, qui ont fait fuir son mari et l'ont poussé dans les bras d'une autre. Et tout ça, moi, ça me paraissait bien fantasque et incompréhensible, parce qu'au fond, elle n'était pas vraiment si mal que ça, comme femme, ni infirme, ni défigurée. Et beaucoup d'hommes se seraient bousculés au portillon pour la remplir d'amour. Là, elle se relève comme elle peut, les cheveux pleins la figure, les mèches collées aux joues par les larmes, comme ça, avec ses yeux rouges tout gonflés. Elle avait l'air d'une folle noyée dans l'amertume. Je vais te faire voir. Qu'elle braille comme ça. Tu verras par toi-même, sale menteur, menteur. Et à deux mains, la voilà qui tire sur sa robe, qui se décroche et lui tombe aux chevilles, comme un nid. Un pied après l'autre, elle s'en libère, et il faut dire ce qu'elle est. Elle est ravissante comme ça en combinaison blanche. Et ce que je lui dis? Mais t'es belle, puisque je te dis que t'es belle. Elle continue à chialer tout en s'escrimant sur les pressions de son corsage. Moi, j'essaye de lui faire comprendre que c'est pas besoin d'en enlever plus, que je suis convaincu, plus de doute aucun, que c'est vraiment pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Non, elle fait. Je veux que tu te rendes compte. Elle n'arrivait pas à défaire les pressions dans le dos de son corsage et à la fin elle m'a dit de les défaire à sa place. Moi je voulais rien savoir. Mon de Dieu, arrête ça, laisse tomber, c'est pas la peine. Je te crois, t'as pas besoin de faire du striptease en plus. Elle s'est remise à chialer désespérément et à deux mains elle s'est saisie du léger corsage et l'a arraché d'un coup sec. Quand elle a recommencé à se relever sa combinaison, quand elle a commencé à relever sa combinaison, j'ai tourné le dos et suis allé me mettre à la fenêtre parce que je savais qu'elle allait me montrer quelque chose de déplaisant. Et elle s'est mise à se moquer de moi, à me crier après en tirant la langue. Ya, tu vois bien? T'es déjà au courant? Tu sais où elles sont, on te l'a dit? Il fallait bien y passer. Alors je me suis retourné, et elle était toute nue à part les bas et les chaussures, et c'est là que j'ai vu les plaies. Elles étaient sur les reins. Une marque de naissance ou quelque chose comme ça. Comme une brûlure. Un endroit ravagé, desséché. Un pauvre endroit de vide où la chair était partie. Où les cuisses se flétrissaient tout d'un coup et devenaient toutes minces, et où la chair était comme morte. La mâchoire m'en était tombée. J'ai refermé la bouche et je dis: Quoi? C'est tout? Toute cette histoire pour un petit truc pareil?
Mais c'est rien du tout ça, de la broutille même. Mais les mots m'échappaient. Fait que je me dépêche parce que sinon je ne pourrais plus les dire. C'est ridicule, j'ai fait. Ça se remarque à peine. T'es belle, je te dis, ravissante. Elle s'est regardée avec curiosité, d'abord sans avoir l'air de me croire. Puis elle m'a regardé de nouveau, et moi je continuais à la regarder, conscient de la nausée qui flottait dans mon estomac. Je respirais l'épaisse odeur douceâtre de sa présence en lui répétant qu'elle était belle, une vraie petite fille, une vierge enfant, si belle et si rare de voir comme ça. Alors sans un mot, mais rouge comme une pivoine, elle a ramassé sa combinaison et elle l'a remise. La tête et les bras d'abord, dans l'encolure, une sorte de pamoison satisfaite et mystérieuse dans la gorge. Elle se trouvait si timide là d'un coup, ravie, là, positivement, et à présent les mots me venaient si aisément que je ne pouvais pas m'empêcher de rigoler. Et je lui ai répété encore et encore qu'elle était jolie et tout, et qu'elle était bien bête de s'en faire pour si peu. Mais dis-le vite, Arturo, dépêche-toi, que je me disais, parce que je sentais quelque chose monter en moi. J'avais intérêt à sortir vite fait. Alors je lui ai dit de m'excuser que 5 minutes, juste le temps d'aller au bout du couloir, et qu'elle se rhabille pendant ce temps-là. Elle était couverte à présent. Ses yeux baignaient dans la joie en me regardant pas sortir. J'ai couru au bout du couloir, jusqu'à l'escalier de secours, et là c'est parti d'un seul coup. Je me suis mise à chialer. Je pouvais plus m'arrêter. Tout ça à cause de Dieu qui était si voleur, si pourri, si dégueulasse. C'est bien ce qu'il était, quand même, hein, de jouer un sale tour comme ça à cette femme. Descends de là-haut, Dieu. Descends voir un peu que je t'écrase la gueule sur toute la ville de Los Angeles, pour que toutes tes sales crasses, pour toutes tes sales crasses pas pardonnables. Sans toi, cette femme ne serait pas abîmée comme ça. Ni personne au monde d'ailleurs. Sans toi, j'aurais pu me faire Camila Lopez là-bas sur la plage. Mais non, il faut que tu joues tes tours de vache. Tu peux pas t'empêcher. Regarde. Et regarde donc ce que tu lui as fait à cette femme. Et à l'amour d'Arturo Bandini pour Camila Lopez. Du coup, ma tragédie commençait à me paraître plus grande que celle de la bonne femme, et je l'ai un peu oubliée. Quand j'y suis retourné, elle était rhabillée, en train de se recoiffer devant un petit miroir. Elle avait son corsage déchiré en boutons dans sa poche de veste. Elle avait l'air complètement épuisée, mais en même temps sereine et apaisée. Je lui ai dit que j'allais la raccompagner downtown jusqu'au dépôt où elle pourrait prendre son trolley pour Long Beach. Elle m'a dit non, j'avais pas besoin de faire ça. Elle m'a écrit son adresse sur un bout de papier. Un jour, tu viendras à Long Beach. J'attendrai peut-être longtemps, mais tu viendras. À la porte, on s'est dit au revoir. Elle m'a tendu la main, qui semblait terriblement chaude et vibrante, et vivante. Au revoir, elle a fait. Fais attention à toi. Au revoir, Vera. Elle est partie. Fini la solitude. Pas moyen d'échapper à ce drôle de parfum. Je me suis étendu sur le lit. Même Camilla, en réalité, mon oreiller avec son béret écossais en guise de tête, même Camilla me semblait si loin. Et impossible de la faire revenir. Petit à petit, je me suis laissé gagner par le désir et la mélancolie. T'aurais pu te la faire, espèce de crétin. T'aurais pu la voir comme tu voulais, pareil que Camilla, et t'as rien fait. Toute la nuit, elle m'a labouré le sommeil. Je me réveillais à tout bout de champ pour respirer la lourde douceur qu'elle avait laissée derrière elle, pour toucher les meubles qu'elle avait touchés et repenser aux vers qu'elle avait récités. Je n'avais pas le souvenir de m'être endormi au bout du compte, mais j'ai bien dû quand même, parce qu'il était 10 heures du matin quand je me suis réveillé, encore fatigué, à renifler autour de moi pour essayer de me rappeler ce qui s'était passé. J'aurais pu lui dire des tas de choses, et elle aurait été si gentille. J'aurais pu lui dire: écoute, Vera, tu connais la situation, tu sais ce qui s'est passé, et si seulement tu voulais bien faire, tu sais quoi, peut-être que ça ne se reproduirait plus parce que tu sais qui pense tu sais quoi de moi, et il faut que ça cesse. Plutôt crever en essayant, mais il faut que ça cesse. Toute la journée que je reste à rondillonner comme ça. Et je repense à d'autres Italiens illustres, Casanova, Cellini, et je reviens à Arturo Bandini, et là je me ficherai des claques. Et je me dis que finalement, Long Beach, c'est peut-être pas si mal, ça vaut au moins une visite, et peut-être aller voir Vera, histoire de lui parler d'un gros problème à moi. Je repense à cette marque cadavérique sur son corps, et j'essaie de trouver les mots pour ça, des mots qui collent bien à la page sur la machine. Et j'en arrive à me dire qu'on ne sait jamais, que si ça se trouve,
Elle serait capable de faire des miracles. Vera avec tous ses défauts, et qu'une fois le miracle accompli, un Bandini tout neuf pourrait enfin regarder le monde en face et Camilla Lopez. Un Bandini pétant la dynamite avec du feu volcanique dans le regard, qui irait trouver comme ça Camilla Lopez et lui dirait: Dis donc, ma jolie, j'ai été patient avec toi, mais ça commence à bien faire, et maintenant, j'en ai assez de ton impudence. Tu vas me faire plaisir de te déshabiller et plus vite que ça. Ça me plaisait bien, moi, ce genre de gamberge. Couché sur le lit, je regardais ça se dérouler au plafond. Un après-midi, ça me prend tout d'un coup comme ça. Je dis à Madame Hargraves que je serais parti un jour ou deux, Long Beach pour affaires, et en route. J'ai l'adresse de Vera dans ma poche et je me dis: Bandini, prépare-toi pour la grande aventure. À nous les conquêtes. Au coin de la rue, je tombe sur Elfric qui salive encore après sa bidoche. Je lui donne un peu d'argent et il fonce à la boucherie. Moi, je descends jusqu'à la gare de l'Electric et j'attrape un de ces gros trolleys rouges pour Long Beach. Et c'est la fin du 11e chapitre de Demande à la poussière. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à réagir. J'ai trouvé ce chapitre absolument magnifique. Et ce qui me touche absolument dans ce livre, c'est l'humanité avec laquelle il décrit ses personnages. L'humanité dans ce qu'elle a de dégueulasse et dans ce qu'elle a de sublime tout en même temps. Je crois que c'est vraiment ça qui me touche beaucoup. À la fois Arturo Bandini lui-même, qui est quand même pas un saint, qui est pas un ange, et qui est en même temps capable d'être touché par la grâce, et dans ce qu'il écrit et dans ce qu'il fait, et aussi tous ces autres personnages. Cette capacité à voir le meilleur comme le pire dans chacun de ces êtres, je trouve ça absolument incroyable. Donc je suis très heureux de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire aussi vous ce que vous en pensez, si ça vous touche pareil. Et on se retrouve lundi pour la suite. Et j'ai bon espoir de vous proposer enfin une bonne image qui ne lag pas. Laguer, c'est quand je fais comme ça et que c'est pas fluide. Donc j'espère pouvoir vous proposer une image fluide dès lundi, puisque j'ai un ami qui passe demain pour m'aider à régler tout ça. Voilà, merci encore de m'avoir suivi pour ce beau chapitre. Un de plus, j'ai envie de dire. Et on se retrouve lundi pour la suite des aventures d'Arturo Bandini à Long Island. Merci encore et bon week-end.